Un soir d'automne, l'architecte Simon Dale est sauvagement assassiné chez lui à la campagne. Son ex-épouse, Susan Wilberforce, baronne de Stemple, est accusée du meurtre. Elle le menaçait sans arrêt de faire appel à un tueur. Le mobile serait leur désaccord à propos d'un manoir qui appartient pour moitié à Susan Wilberforce, mais que Simon Dale habite toujours. Je voulais qu'il quitte la maison, bien sûr, mais inutile de le tuer pour ça. L'enquête révèle de sombres secrets et de multiples escroqueries. L'accusée parviendra-t-elle à se faire innocenter du meurtre au manoir ? Simon Dale, âgé de 68 ans, vit seul à la campagne dans le manoir de Heath House. Le vieil homme excentrique est convaincu que sa demeure est liée à la légende du roi Arthur. Il est presque aveugle, mais préfère la solitude et se débrouille sans l'aide de personne. Le 11 septembre 1987, il est assassiné. Ce sexagénaire a des mœurs assez étranges, mais il ne fait de mal à personne. Voilà qu'il ouvre sa porte un vendredi soir, nous sommes dans le Shropshire, et se fait agresser avec une violence incroyable. Il est clair qu'on cherche à le tuer, ou du moins à le blesser très grièvement. 2 jours plus tard, sa secrétaire lui téléphone. Inquiète de n'obtenir aucune réponse, elle se rend sur place. Dans la cuisine, elle découvre le corps sans vie de son patron. Jeffrey Daniels, expert médico-légal, est l'un des premiers à arriver sur la scène du crime. C'est sous le porche de la cuisine que j'ai trouvé les premiers signes de violence. Et à l'intérieur, le défunt était étendu sur le dos, la tête dans une mare de sang. Un examen plus approfondi a révélé 5 blessures sur le sommet du crâne. Il y avait également une légère marque sur la gorge. Les coups à la tête ont été portés par un objet lourd et contondant. La police remarque par ailleurs que la table de cuisine a été déplacée. L'homme s'est blessé au cou en tombant sur le bord de la table. Il s'est brisé le cartilage thyroïde et l'hyoïde. Et il est mort étouffé par son propre sang. Les habitants de la région sont sous le choc. On nous a dit qu'il s'était âprement défendu. Et j'ai pensé, pour frapper un aveugle jusqu'à le tuer, il faut vraiment être malade. Quant à la police, elle est d'abord perplexe. Il n'y avait apparemment aucun mobile, entre guillemets, criminel. Aucune trace de vol, ni de cambriolage à l'intérieur de la maison. Mais les enquêteurs ne tardent pas à porter leurs soupçons sur l'ex-épouse de Simon. En se remariant, Susan Wilberforce a acquis le titre de baronne de Stemple. Il y avait un seul mobile possible, et c'était que quelqu'un lui vouait une haine si féroce qu'il avait pu aller jusqu'à de telles extrémités. Or, la baronne de Stemple était la seule personne dont tout le monde savait qu'elle le détestait cordialement.
Les anciens époux se déchirent à propos de East House, la demeure qu'ils ont achetée 2 ans après leur mariage, avec l'argent de Suzanne. Suzanne est une pure aristocrate, une descendante de William Wilberforce, célèbre en Angleterre pour avoir aboli l'esclavage. Mais malgré son sang bleu, elle ne roule pas sur l'or. Tout ce qu'elle possède se résume à ce manoir, que Simon refuse toujours de quitter, 12 ans après le divorce. East House était leur champ de bataille. Elle n'avait qu'une idée en tête, récupérer la maison, la mettre en vente et garder la moitié de l'argent. Simon mort, Suzanne devient la seule propriétaire. Mais l'a-t-elle vraiment tué pour parvenir à ses fins? Dans les mois qui précèdent l'assassinat, Suzanne se rend souvent à East House. Bien décidée à vendre le manoir, elle en fait rénover tout l'extérieur. Simon lui interdit pourtant d'entrer et fait même poser des verrous aux fenêtres. Un jour que je suis allée le voir, elle était passée avec ses enfants. Avec des échelles, ils avaient grimpé jusqu'aux fenêtres pour essayer de les ouvrir. Il était très inquiet. Simon est convaincu que Suzanne a réussi à s'introduire chez lui. Avec ses enfants, elle est entrée et elle a emporté des meubles. À en croire Simon, elle avait pratiquement vidé la maison. Suzanne affirme être dans son bon droit, puisque les 3/4 des meubles lui appartiennent. Mais elle ne s'arrête pas là. D'après son ex-époux, il lui arrive de se montrer franchement menaçante. Simon avait presque peur parfois. Il était aveugle, il vivait seul. Il disait « Elle va me faire tuer ». Et nous « Arrête, ça n'arrive plus de nos jours ». Et une fois, il a ajouté « Elle prétend pouvoir trouver 2 personnes qui le feraient pour 1000 livres ». Je l'entends encore. Il commençait à être un peu inquiet. Suzanne est également odieuse avec les visiteurs. 2 amis qui sont passés voir Simon le soir de sa mort s'en souviennent parfaitement. À leur arrivée le vendredi, ils se sont disputés avec la baronne. La preuve qu'elle était là. Les 2 témoins déclarent aux enquêteurs avoir quitté la propriété à 20h30. Suzanne Wilberforce était encore sur les lieux. 12 heures après la découverte du corps, la police frappe à la porte de Suzanne. Le corps a été trouvé le dimanche après-midi. La police n'a donc pu se rendre chez elle que très tard, après minuit, pour lui annoncer la nouvelle et poser quelques questions. Elle était réveillée, habillée, ils ont frappé à la porte, elle n'a pas ouvert tout de suite. Ils lui ont annoncé assez rapidement que Simon avait été trouvé mort. Elle n'a même pas demandé ni comment, ni quand, ni où, ni pourquoi. Aucune réponse, aucune question. Elle a seulement demandé « Est-ce qu'il a mis le feu à la maison ?» Le soir de son agression, Simon se préparait à dîner. Au moment de la découverte du corps, il faisait une chaleur étouffante dans la cuisine. Cela faisait 2 jours que le four et la cuisinière étaient allumés. Le comportement de la baronne la rend immédiatement suspecte aux yeux des enquêteurs. Et en cherchant l'arme du crime, ils découvrent un indice qui vient confirmer leurs soupçons. Accroché derrière la porte d'un pavillon sur la propriété, on a trouvé une sorte de pied de biche. Et d'après les dires d'un ou de plusieurs témoins, elle utilisait souvent cet outil quand elle jardinait.
Le pied de biche pourrait correspondre aux blessures observées sur la tête de la victime. Il est envoyé au laboratoire pour analyse. Après notre passage, la femme de ménage a été autorisée à examiner les lieux. D'après elle, un tisonnier avait peut-être disparu. Encore un objet qui aurait très bien pu servir d'arme du crime. Après de longues recherches, les enquêteurs trouvent le tisonnier dans le coffre de la voiture de Susan Wilberforce. Celle-ci déclare l'avoir emprunté pour sa cheminée. Les preuves s'accumulent. Et pourtant, la suspecte ne semble pas vouloir changer d'attitude. Pendant les interrogatoires, elle a eu un comportement des plus étranges. Elle méprisait les policiers. Elle considérait que ces gens s'immisçaient dans ses affaires, dans sa vie privée. Elle les voyait comme des ennemis. Les enquêteurs perquisitionnent à son domicile. À leur grande déception, ils ne découvrent rien qui puisse la relier au meurtre de Simon Dale. Quelque chose, en revanche, attire leur attention. En fouillant la maison, ils ont trouvé entre autres un testament de Lady Illingworth. Lady Illingworth était la grand-tante de Suzanne. Elle avait aidé à son éducation, l'avait introduite dans la haute société londonienne et possédait une fortune colossale. En 1984, la vieille dame avait quitté son luxueux appartement de Londres pour emménager dans le petit cottage de Suzanne. L'officier chargé de l'enquête pour meurtre a découvert que Lady Illingworth, qui à un moment de sa vie a manifestement été très riche, était morte dans la misère, dans une maison de retraite à Hereford. Et au crématorium, il a appris que la facture de l'incinération n'avait jamais été réglée. Autre détail troublant, dès que Lady Illingworth a emménagé chez sa nièce, sa fortune a commencé à fondre. Les policiers se tournent alors vers le service de la répression des fraudes. Durant l'enquête, on est tombé sur un nombre considérable de documents, plus de 60, qui portaient la signature de Lady Illingworth. Ils ont été envoyés au labo. Ils étaient tous faux, sans exception. Suzanne et deux des enfants qu'elle a eus avec Simon Dale, Sophia, 25 ans, et Marcus, 26 ans, sont soupçonnés d'escroquerie. Tout comme son deuxième mari, le baron de Stample. Tous les quatre ont touché des dizaines de milliers de livres déposés sur des comptes en banque ouverts juste pour l'occasion. Sophia, pourtant simple gouvernante, s'est acheté une résidence secondaire en Espagne. Ils ont vendu plusieurs lots de bijoux, de meubles et de tableaux. Ils ont ouvert et vidé entièrement un certain nombre de comptes en banque. Ils ont racheté des obligations et des bons d'épargne. J'estime le montant total à environ 1 million de livres. Le 14 décembre 1987, Suzanne, Marcus, Sophia et le baron de Stample sont accusés d'escroquerie. 4 semaines plus tard, Suzanne est également inculpée de meurtre. Alors que ses enfants et son époux sont finalement mis en liberté sous caution, elle reste 18 mois en détention provisoire. Le 18 juillet 1989, la baronne de Stample, âgée de 55 ans, arrive au tribunal. Elle plaide non coupable dans l'affaire Simon Dale. Pour éviter d'influencer les jurés, les magistrats leur cachent qu'elle est également inculpée d'escroquerie.
De toute façon, et même si toutes les preuves sont indirectes, l'accusation pense disposer d'un dossier suffisamment solide. Les preuves indirectes peuvent être des plus accablantes. De nombreux meurtres, si ce n'est la plupart, sont commis sans la présence de témoins oculaires. Par conséquent, les réquisitoires se fondent souvent sur des preuves indirectes. L'issue du procès dépendra de l'habileté de Suzanne à se défendre. Elle est appelée à la barre le 9e jour d'audience. Le contre-interrogatoire a été mené par Anthony Palmer, probablement à l'époque le meilleur à cet exercice de tout le pays. Un avocat exceptionnel. Pourtant, il vous dirait lui-même qu'il a eu affaire à forte partie. D'entrée de jeu, Maître Palmer adopte un ton agressif. Il passe en revue chaque preuve qui, de l'avis de l'accusation, accable Suzanne Wilberforce. Premièrement, elle était la seule personne à avoir un mobile et il était solide. Il se fondait sur des années de conflits autour de cette propriété qui était devenue pour elle une obsession. Mais l'accusée réfute cet argument. Elle peut prouver que la justice envisageait d'examiner une demande d'expulsion contre Simon Dale. Elle n'avait donc aucune raison de le tuer. Deuxièmement, l'absence de toute autre trace de délit. Rien n'avait été dérobé. Aucun cambriolage n'avait été commis dans la maison. On a trouvé de l'argent dans son portefeuille et dans sa poche. Les avocats de la défense rétorquent que l'absence de vol ne rend pas Suzanne Wilberforce nécessairement coupable du meurtre de Simon Dale. Troisièmement, elle se trouvait dans la maison la nuit du meurtre, peu avant les faits. Et elle avait un comportement étrange. Elle était agressive avec les invités, elle les épiait et se cachait. Suzanne ne nie pas qu'elle était présente sur les lieux le soir du crime. Comme la loi l'y autorisait, elle se rendait aussi souvent qu'elle le souhaitait à East House. Elle savait exactement comment gérer la situation. Elle se montrait extrêmement prudente et habile dans son argumentation. Et à mon avis, la force de l'accusation n'entamait en rien son assurance. L'alibi qu'elle fournit exaspère l'accusation. Elle prétend que le soir du meurtre, elle était chez elle et regardait l'affaire Prosro d'Agatha Christie à la télévision. Et son propre avocat croit bon d'ajouter qu'ils auraient bien besoin, eux aussi, des lumières de Miss Marple. L'accusation aborde ensuite la question de l'arme du crime. Elle a la preuve que Suzanne Wilberforce se servait personnellement du pied de biche. Un témoin, Adrian Tyndall, était venu un jour à la propriété et y avait vu la baronne un pied de biche à la main. Devant son étonnement, elle lui avait expliqué qu'elle ne s'en séparait jamais, de peur de se faire agresser par Simon Dale. Maître Palmer insinue alors que l'accusé a utilisé le pied de biche pour frapper son ancien mari plutôt que pour se défendre. Réponse de l'intéressé: vous pouvez toujours parler, ce que vous dites est faux. La deuxième arme du crime éventuel est le tisonnier retrouvé dans la voiture de la baronne. L'objet a été examiné par les experts, mais aux grandes dames de l'accusation, il a visiblement été nettoyé. Il ne porte aucune trace qui pourrait incriminer Suzanne Wilberforce. On n'a rien trouvé, ni sur le tisonnier, ni sur le pied de biche, qui aurait pu prouver que l'un ou l'autre avait provoqué les blessures de Simon Dale. Maître Palmer ne parvient à déstabiliser l'accusé qu'une seule fois, lorsqu'il laisse entendre que son ex-mari
l'exaspérait de plus en plus. À un moment, elle était en mauvaise posture et elle a lancé une grossièreté. Elle a utilisé le terme « foutaise ». Je crois qu'elle a dit « foutaise, maître Palmer ». Je suis sûr pour le premier mot. Loin de renforcer l'impression qu'elle est le dos au mur, son invective détend l'atmosphère. Le public applaudit presque. Je dois admettre qu'elle n'a jamais perdu son sang-froid. Elle est restée calme et maîtresse d'elle-même du début à la fin, à chaque étape du procès. Le 1er août 1989, le jury se retire pour délibérer. Il lui faudra un peu moins de 4 heures pour déclarer Susan Wilberforce non coupable du meurtre de Simon Dale. Deux ans plus tard, fidèle à elle-même, la baronne accorde une interview où elle balaye d'un revers de la main le principal argument de l'accusation. Il fallait bien qu'ils inventent quelque chose. Je voulais qu'il quitte la maison, bien sûr. Mais inutile de le tuer pour ça. La justice allait se charger de l'expulser. On attendait de connaître la date officielle. Je n'avais aucun mobile. Mais alors qu'elle a gagné son procès, Suzanne n'a toujours pas recouvré sa liberté. Après son acquittement, la baronne a été renvoyée au centre de détention provisoire en attendant d'être jugée pour escroquerie. Dans les deux affaires, durant l'instruction, Suzanne n'a cessé de clamer son innocence. Pourtant, 3 semaines avant l'ouverture du deuxième procès, elle décide de plaider coupable. Ses avocats ont dû lui faire comprendre que les preuves étaient accablantes. Durant l'interview postérieure, le journaliste lui demande si elle a plaidé coupable, sachant que toutes les preuves étaient contre elle. C'était un fatras d'idiotie. Vous avez clairement imité sa signature sur un testament, ainsi que sur beaucoup d'autres documents. On voulait tenter de réduire la gravité du chef d'accusation. La pression était telle que dans un moment de faiblesse, j'ai accepté. Mais ce n'est pas parce qu'on plaide coupable qu'on est coupable. Le 19 février 1990, Marcus et Sophia se présentent devant le tribunal. Contrairement à leur mère, ils plaident non coupables. Ils maintiennent avoir été des complices involontaires dans l'escroquerie dont a été victime Lady Illingworth. Le deuxième époux de Suzanne, le baron de Stemple, clame également son innocence. Il affirme avoir été le simple gardien des biens de la vieille dame. Après 3 semaines de procès, le verdict tombe. Tous coupables. À la lecture de sa condamnation, Marcus s'est écroulé. Il a fallu l'aider à sortir de la salle d'audience. Le jeune homme s'effondre à moins de 2 mètres de sa mère. Suzanne n'a absolument pas réagi. J'étais dans la salle à ce moment-là, et je la regardais. Elle n'a pas tourné la tête du côté de Marcus. Elle regardait droit devant elle. Elle ne réagit pas non plus durant la lecture des 3 autres condamnations. La baronne a pris 7 ans, le baron 4, Sophia 30 mois et Marcus 18. Susan Wilberforce n'est jamais retournée vivre à East House. Le manoir qu'elle a acheté avec Simon Dale juste après leur mariage a été vendu en 1993 pour un peu plus de 250 000 livres. Mais elle n'a pas touché un seul centime. Tout l'argent a été englouti dans la longue bataille juridique engagée par les héritiers de Lady Illingworth pour récupérer la fortune volée. Personne n'a été accusé du meurtre de Simon Dale.
L'affaire est toujours en cours.